La violence routière avec ce drame de la circulation en ces périodes de fête. 2 enfants ont été tués. Ils n'étaient pas attachés à l'arrière de la voiture. L'agresseur du maire de Paris pourrait ne pas être jugé. Une expertise psychiatrique le considère comme pénalement irresponsable et dangereux pour lui comme pour les autres. Une contre-expertise est en cours. À l'arraché, un accord a été conclu entre les 15 ministres de la pêche à Bruxelles. Une réforme favorable à la France. Réaction de satisfaction des pêcheurs de Bretagne et du Pas-de-Calais. Cinéma avec toute la poésie et l'enchantement de ce film d'animation, loin des effets spéciaux d'Hollywood. L'enfant qui voulait être un ours, un conte pour les petits à quelques jours de Noël. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes nombreux à prendre la route depuis hier pour cette première vague de départ en vacances. Au volant, n'oubliez pas les règles élémentaires de sécurité. Les ceintures à l'arrière peuvent protéger en cas de choc. Ce matin, sur l'autoroute A10, 2 enfants qui n'étaient pas attachés ont été tués lors d'un violent accident. Leur corps projeté sur la chaussée. Christophe de Valambras, Philippe Ritten. Ils n'avaient pas attaché leur ceinture. Quand le fourgon est parti en tonneau, ils ont été éjectés et tués sur le coup. 2 enfants de 10 et 14 ans. Visiblement, on a 2 morts parce qu'on a un défaut de port de ceinture pour 2 personnes. La ceinture aurait pu l'éviter selon vous? Ah oui, très certainement. Le conducteur du fourgon a perdu le contrôle pour une raison encore indéterminée. Derrière, heureusement, la plupart des véhicules a pu freiner à temps pour éviter le suraccident. Le conducteur de cette voiture a même préféré terminer sa course dans le fossé, sans gravité. Plus loin, 4 véhicules se sont cependant encastrés les uns dans les autres, faisant un blessé léger. Un mini carambolage, probablement dû au non-respect des distances de sécurité. Je roulais pas vite parce que moi je m'arrêtais avant de lui. Enfin lui il s'arrêtait, moi je m'arrêtais aussi. Donc le monsieur qui venait derrière de moi, c'est là qui m'a... Il a poussé tout le monde. Il a poussé tout le monde. Et là il n'y a que 2 mots sur l'autoroute ici. C'est respect de la vitesse, respect des distances. Et à partir de là tout se passe bien. Ceci dit, il peut y avoir un problème, il peut y avoir une route un peu glissante, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Mais si on a 100 mètres pour s'arrêter et si on a une vitesse correcte, il n'y a pas d'accident. En tout cas il n'y a pas d'accident grave, il n'y a pas d'accident mortel. Alors que le gouvernement vient d'annoncer son plan de lutte sévère contre la délinquance routière, les forces de police et de gendarmerie sont particulièrement mobilisées en cette période de fête, et notamment aujourd'hui pour ces premiers départs en vacances. Distance de sécurité, vitesse, ceinture. Le drame de ce matin sur cette autoroute A10 à quelques kilomètres d'ici rappelle l'importance du respect des règles de prudence. Et puis cet autre accident qui a provoqué la fermeture momentanée de l'autoroute A13 après qu'un camion-citerne se soit couché sur le bas-côté ce matin. Il transportait près de 10 tonnes de propane. Une fuite a été décelée. Des opérations de pompage vers un 2e poids lourd devaient avoir lieu dans la journée. Comme hier, une journée classée orange sur les routes de France par bison futé. Pas de vrais embouteillages comme on pouvait le craindre en Rhône-Alpes et sur la route menant aux stations de ski. De simples ralentissements vers les Alpes et les Pyrénées. Et puis l'arrivée des premiers vacanciers au sport d'hiver. Malgré un temps maussade, on chausse rapidement ses skis. La neige est au rendez-vous et les professionnels du tourisme s'attendent à une bonne saison. À la station des Arcs, reportage Virginie Tumortiki et Thierry Monnier. Les vacances au ski, c'est du sport et à tous les niveaux. Première épreuve obligatoire, le déballage des affaires. Malgré 8 heures de route depuis l'Aisne jusqu'aux Arcs, la famille Dag se prête au jeu sans rechigner. De l'appartement à la voiture, on ne compte plus les allers-retours. Un véritable travail à la chaîne qui ne les empêche pas de renouveler l'expérience chaque année. Ça fait 25 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un appartement multipropriété. Et donc, bon, on en profite, quoi, tous les ans. Pour les enfants, c'est très agréable. Il y a un grand domaine skiable. Puis on connaît bien, donc on se plaît bien ici, quoi. Pour les vacanciers skieurs, 2e épreuve, la location du matériel. Et pour les skieurs de Noël, la tendance est très marquée. Les parents prennent des skis et les enfants prennent des surfs. Ça, c'est clair que c'est au moins 80% de ce qui se produit en ce moment, quoi. 80%, c'est également le taux de remplissage de la station pour cette période de Noël. Un succès qui s'explique toujours par le contexte international. La montagne reste une destination sûre. Un succès qui s'explique aussi par un nouveau comportement des touristes. On a beaucoup de réservations de dernière minute, donc les gens sont très sensibles à la météo et le remplissage se fait vraiment jusqu'au dernier moment. Et même si la météo n'était pas vraiment au rendez-vous aujourd'hui, quand on est accro, la première descente n'attend pas. On vient de Belgique, on s'est tapé 10 heures de route et puis voilà, on est arrivé, on a déjeuné et puis voilà, on est sur les skis. Et on ne regrette pas du tout. 25 cm en bas des pistes, 1,15 m au sommet.
Avec ou sans ski, difficile de résister à l'appel de la première neige. Enfin, de retour en France, depuis ce matin, le soulagement sur le visage de Michael Phillips, steward de 25 ans, accusé aux États-Unis d'avoir écrit des menaces terroristes dans les toilettes d'un avion. Il aura dû plaider coupable pour retrouver la liberté, une transaction judiciaire que l'on peut juger absurde. Michael Phillips a toujours clamé son innocence et veut obtenir aujourd'hui réparation. Florence Bouquilla, Bruno Vinet. Jamais ce steward n'avait été aussi soulagé de remettre le pied sur le sol français. Michael Phillips a 25 ans, il arrive de Floride. Il vient d'y vivre 1 mois de prison et 8 mois de résidence surveillée à cause de ses liens présumés avec Al-Qaïda. Une accusation ubuesque selon lui. Les autorités américaines m'ont traité comme un vulgaire terroriste et j'ai été traité plus bactère, malgré avoir prouvé mon innocence. L'histoire remonte au 27 mars 2002. Ce jour-là, dans un avion d'une compagnie anglaise qui vole vers les États-Unis, le steward découvre un message menaçant signé Al-Qaïda. L'avion est dérouté sur l'Islande, il n'y a aucune bombe à bord. 2 mois plus tard, Michael Phillips est accusé d'être l'auteur des menaces. Arrêté aux États-Unis, il est emprisonné, puis assigné à résidence et muni d'un bracelet électronique. 9 mois durant, Michael affirme en vain son innocence et la justice américaine lui met le marché en main. S'il veut rentrer en France, il doit plaider coupable. À bout, Michael finit par céder. Et pourquoi vous n'avez pas plaidé coupable tout de suite? Parce que quand on est innocent, on ne plaide pas coupable. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? 9 mois. 9 mois de cauchemar. 9 mois sans ma famille, sans mon pays, sans mes amis. 9 mois tout seul. Nous avons préféré, parce que sinon il ne se serait pas sorti, nous avons préféré qu'il plaide coupable aux États-Unis, qu'il récupère une grande partie de sa caution, qu'il rentre ici maintenant et qu'il dénonce les méthodes américaines. De retour chez lui, Michael Phillips envisage donc maintenant de déposer plainte contre la justice américaine. L'agresseur du maire de Paris, ce chômeur de 39 ans mis en examen pour tentative d'assassinat, pourrait ne pas être jugé. L'expertise psychiatrique le déclare pénalement irresponsable et dangereux pour les autres. Une contre-expertise vient d'être ordonnée. Fanny Auvergne, Gilbert Usan. Délirant, malade mental, c'est le diagnostic des experts psychiatres concernant Azzedine Berkane. L'agresseur du maire de Paris est jugé dangereux mais pénalement irresponsable par les médecins qui l'ont examiné. Le 5 octobre dernier, Azzedine Berkane avait grièvement blessé Bertrand Delanoë à l'arme blanche lors d'une soirée à l'hôtel de ville. Son avocate l'a rencontré plusieurs fois en prison. Elle n'est pas étonnée par les conclusions des médecins. Cela confirme la toute première impression que j'ai eue d'Azzedine Berkane, impression qui a perduré, à savoir quelqu'un d'extrêmement confus, incohérent, avec lequel il est difficile d'établir, d'aller au bout d'une discussion. Roland Coutenceau est expert psychiatre. Il confirme que seul 1% des détenus est déclaré irresponsable. Dans ce cas, ils ne sont pas jugés et ne vont pas en prison, mais à l'hôpital psychiatrique. Un système qui a ses limites. Une fois que quelqu'un est confié à l'hôpital psychiatrique, si ces médecins qui le soignent le considèrent comme stabilisé ou guéri, sur le plan psychiatrique, il peut sortir quelques semaines après un passage à l'acte meurtrier. À ce jour, Azzedine Berkane est incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis. La juge d'instruction a demandé une contre-expertise. En attendant les résultats définitifs, Bertrand Delanoë n'a pas souhaité s'exprimer. Sur les murs d'enceinte de la prison de la Santé à Paris, des militants basques ont réussi à se hisser au sommet grâce à des échelles. Ces militants réclament le rapprochement des prisonniers basques de leurs familles. Un coup d'éclat pour souligner leurs revendications. Aucune agressivité. Ils ont été délogés par des pompiers et sont actuellement entendus par la police. À Paris, quelques centaines de sans-papiers ont occupé une église du 11e arrondissement. Ils sont 200 selon la police, bien davantage, répondent les organisateurs des collectifs d'Île-de-France qui demandent une régularisation globale. Réfugiés dans l'église Sainte-Marguerite, des hommes, des femmes et des enfants qui ont apporté avec eux couverture et nourriture. Mais l'occupation, comme vous le voyez, aura été de courte durée. Les policiers ont évacué l'ensemble des familles. Il aura fallu des jours de laborieuses discussions pour qu'un accord soit enfin conclu par les 15 ministres de la pêche, un compromis plutôt favorable à la France. Sentiment de satisfaction du côté des pêcheurs bretons et de Boulogne-sur-Mer. L'essentiel a été sauvé. Les bases de la réforme validée par Bruxelles permettra notamment la construction de nouveaux navires alors que l'ancienne flotte sera mise progressivement en rancard. Un accord qui assouplit également les quotas de pêche pour le cabillaud qui risquent de disparaître dans certaines zones. Martin Gouès, Christian Marimono.
La pêche au cabillaud est sauvée. Certes, la réforme décidée hier s'attaque au trop grand nombre de bateaux et au manque de poissons, mais sans aller aussi loin que ce que voulait la Commission. Du côté du port de Boulogne-sur-Mer, on est satisfait. D'abord, un grand soulagement parce qu'en début de semaine, la situation semblait des plus difficiles. On allait vers une diminution importante d'activité. Nos craintes, elles étaient d'être acculés à la faillite. Maintenant, bon, c'est vrai qu'avec l'accord obtenu, on a eu une bouffée d'oxygène. Concrètement, la pêche au cabillaud est réduite de 45%. La Commission souhaitait 80% pour sauver l'espèce. Les jours de sortie en mer sont réduits, mais toutes les zones de pêche ne sont pas concernées. Le golfe de Gascogne et la Manche sont épargnés. L'autre point de blocage était les aides à la construction. Elles pourront continuer jusqu'à fin 2004, mais dans le même temps, les États qui aident leurs pêcheurs devront réduire leur flotte. Pour Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture, les négociations ont abouti à un bon compromis. Nous pouvons être satisfaits de l'accord qui est intervenu, notamment quand l'on considère d'où l'on venait. L'Allemagne et la Suède ont voté contre ce plan. À Bruxelles, on dit que ce sont les amis des pêcheurs qui ont eu raison face aux amis des poissons. En Côte d'Ivoire, les premiers accrochages entre rebelles et troupes de l'armée française cet après-midi. Des combats ont éclaté au sud de la ville de Mans. Le point par téléphone avec le commandant Tomazzo, qui est porte-parole du dispositif français d'intervention. Nous l'écoutons. Eh bien, les rebelles ont contourné les troupes gouvernementales et sont arrivés sur nos positions. Ils ont à ce moment-là ouvert le feu. Les troupes françaises ont répondu par des sommations, ce qui n'a pas arrêté les tirs des rebelles. Et donc les Saguets, qui sont des chars légers, des engins à roues avec un canon, ont ouvert le feu et ont détruit 3 pick-up. Vous avez parlé de légitime défense? Oui, c'est de la légitime défense. À partir du moment où les troupes françaises, on a tiré sur les troupes françaises ont riposté, effectivement. Nous tenons nos positions et si nos positions sont attaquées, il est évident qu'à ce moment-là, nous riposterons. La pression sur l'Irak monte d'un cran. George Bush se dit déçu par le rapport remis par Bagdad à l'ONU et vient de reporter sa tournée en Afrique prévue le mois prochain, de quoi raviver toutes les spéculations. Le chef de la Maison-Blanche, qui ce matin, dans un message de Noël, s'est adressé à ses soldats basés à l'étranger. Ils sont le rempart entre les Américains et à grave danger, a-t-il déclaré. Pendant ce temps-là, en Irak, les experts de l'ONU multiplient les inspections. Une douzaine de sites visités aujourd'hui, avec la promesse des services de renseignement américains de mieux les guider dans leur recherche. Une réponse faite aux critiques formulées par le chef des inspecteurs de l'ONU. Les préparatifs de guerre s'intensifient avec l'arrivée de renforts américains dans la région du Golfe. On compte désormais 60 000 soldats sur place. Au Koweït, les hommes sont à l'entraînement et testent leur nouveau dispositif contre une attaque chimique. Reportage Claude Sampère, Éric Mézy, Christophe Ingéant. En théorie, en cas d'une éventuelle offensive contre l'Irak, les forces américaines ont tout prévu. Les généraux américains qui dirigent à l'heure actuelle les manœuvres au nord du Koweït ont bien sûr pris en considération le risque d'une attaque chimique ou bactériologique contre leurs troupes. Chaque équipage de chars possède notamment toute une série d'équipements contre une attaque chimique. Le lieutenant McKnight de la compagnie Charlie nous en montre quelques-uns. Dans cette boîte, un détecteur de gaz et juste à côté un système d'alarme qui permet de donner l'alerte. Chaque soldat possède bien sûr un masque qu'il doit savoir mettre en 9 secondes. En théorie. Démonstration. Visiblement, ce n'est pas si facile. L'essai n'est pas très concluant. Le lieutenant McKnight fait la tête. Un peu plus tard, nous rencontrons le sergent Jason. Dans le civil avant, il était expert chimiste. Alors, tout cela ne l'effraie pas vraiment. Et contre les attaques bactériologiques, il pense être également protégé. J'ai reçu beaucoup de vaccins, dit-il en riant. Lesquels exactement, je ne sais pas. Il y a l'anthrax, ça c'est sûr. Quand on discute avec ces hommes, il est difficile d'en savoir plus. Officiellement, aucun d'entre eux n'affirme être effrayé par ce genre d'attaque. En fin de journée, 2 soldats décident à nouveau de nous faire la démonstration du port du masque en 9 secondes.
Et cette fois-ci, ça marche. Ils sont contents. Bien sûr, tous espèrent n'avoir jamais à faire cette petite démonstration en conditions réelles. En Irak, l'embargo imposé depuis la fin de la guerre du Golfe touche certes les plus démunis. Une très large majorité de la population arrive difficilement à survivre. Reste qu'avec de l'argent, tout s'achète et cet embargo est quotidiennement détourné, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Jean-François Renaud. Des voitures de luxe par dizaines, l'image peut sembler incongrue dans un pays sous embargo économique depuis 12 ans. Officiellement, le régime de Bagdad ne peut importer que des biens humanitaires. Ces véhicules ne répondent pas vraiment à cette qualification. Ils sont donc entrés frauduleusement en Irak, hors du cadre autorisé des Nations Unies. Nos affaires marchent bien, grâce à Dieu. C'est très facile, on fait passer les voitures une par une à la frontière, il n'y a pas de problème. Rue Arasat à Bagdad, le royaume du contournement de l'embargo. Dans les magasins de luxe, des hommes d'affaires, souvent liés au pouvoir, font venir par camions entiers des produits en tout genre. Ce propriétaire terrien veut acheter du matériel IFI dernier cri. Il a l'embarras du choix puisque l'ONU n'a ni le mandat ni les moyens de contrôler tout ce qui arrive aux frontières. Ici, on trouve les mêmes produits que dans les autres pays du Golfe. C'est vraiment pareil, sauf que c'est moins cher. Ce large contournement de l'embargo permet donc à une petite minorité d'Irakiens privilégiés de vivre aisément. Cette famille, propriétaire d'un luxueux hôtel, en convient. L'embargo aura finalement aidé Saddam Hussein à se maintenir au pouvoir parce qu'il a contribué à braquer la population contre l'Occident. Que Saddam Hussein soit bien ou non, c'est notre problème. Et si on voulait le changer, ce serait notre décision. Dans les villas cossues de Bagdad, la peur de la guerre est parfois plus visible qu'ailleurs. Contrairement aux habitants d'autres quartiers, ceux d'ici ont beaucoup à perdre. En Afghanistan, près de Kaboul, le crash d'un hélicoptère a tué plusieurs soldats de l'armée allemande. Un accident dont les causes n'ont pas encore été déterminées, mais il s'agirait vraisemblablement d'un problème technique. Dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda, la police antiterroriste italienne et les services secrets européens pensent avoir fait l'une des plus belles prises depuis le 11 septembre. Un groupe de 15 Pakistanais, membres présumés des réseaux de Ben Laden, ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s'infiltrer en Europe en se faisant engager comme marins à bord d'un cargo. Patrick Fandiot, Dominique Bonnet. Son dernier nom de baptême, Sarah. C'est l'un de ces bateaux poubelles qui hantent les mers du monde. Un rafio usé de 32 ans sur lequel 15 Pakistanais ont été arrêtés en août dernier. Tous soupçonnés d'être membres du réseau Al-Qaïda. La police antiterroriste italienne nous autorise à la suivre à bord. Voici le capitaine qui a donné l'alerte, intrigué par ces Pakistanais que l'armateur lui avait présentés comme étant des marins. Une fois, on a eu 3 jours de grosses tempêtes. Ils avaient tous le mal de mer. Bon, ça m'a étonné, on peut avoir un petit mal de mer de temps en temps, mais pas aussi violent. Un jour, ils ont fait une sorte de manifestation, ils criaient « Pakistan, Pakistan, Pakistan ». Et je me suis dit, ça c'est vraiment dangereux. Et là, j'ai bien su que ça n'était pas des marins, mais ils avaient un certificat. De faux certificats de marins, mais aussi de faux passeports. Sur chacun d'eux, le chef de la division antiterroriste a trouvé près de 10 000 €. Des billets d'avion sans date retour pour Karachi et même des documents codés. D'après certaines sources policières, il serait membre des Lashkar Jangvi, un groupe islamiste radical pakistanais. C'est un groupe qui a évidemment financé leur voyage et leur exfiltration du Pakistan. Un groupe terroriste qui, d'après les preuves que nous avons rassemblées, est lié à la mouvance générale, à la nébuleuse Al-Qaïda. Les enquêteurs disent ne pas savoir si ce groupe préparait des attentats, mais ils ont reconstitué le parcours du bateau. Interceptés à Djella, les 15 Pakistanais avaient déjà tenté de descendre à Ceuta, en Espagne. Ils avaient embarqué à Casablanca, au Maroc. Mais le bateau venait de beaucoup plus loin, de la mer Noire, de Constance, en Roumanie. Le propriétaire du bateau y est bien connu. Nous avons pu nous procurer une copie de son passeport.
un homme d'affaires américano-pakistanais impliqué dans les filières d'immigration clandestine. D'après les services secrets roumains, il aurait reçu 100 000 € pour transporter ses membres présumés d'Al-Qaïda. Il est introuvable depuis 4 mois. C'est un armateur pas très clair, qui nous intrigue. Et c'est vrai que nous avons envie de l'interroger. Un autre bateau du même armateur avait déjà été arraisonné en février avec 8 Pakistanais à bord. Considérés à l'époque comme de simples clandestins, ils avaient été expulsés. Depuis, les polices maritimes d'Europe scrutent la mer à la recherche de bateaux suspects, d'où pourraient venir les nouvelles menaces d'Al-Qaïda. L'actualité médicale marquée par ce travail d'une équipe hollandaise qui a réussi, grâce à la constitution d'une carte génétique, de prédire l'évolution de certains cancers. En France, à Villejuif, un laboratoire suit ses traces. Probablement la médecine de l'avenir, prédire à l'avance l'évolution d'une tumeur et adapter sur mesure son traitement. Jean-Daniel Fézaquier, Rémi Poissonnier. Au deuxième sous-sol de l'Institut Gustave Roussy, congelé à moins 150 degrés, 30 000 prélèvements de tumeurs s'apprêtent à participer à ce qui s'annonce comme un extraordinaire progrès en cancérologie. En analysant ces tissus cancéreux, les chercheurs sont en train de mettre en évidence une sorte de signature génétique propre à la tumeur de chaque patient. Pour cela, ils disposent d'un instrument étonnant qu'on appelle une puce à ADN. Sur cette lame, il y a 22 000 trous contenant chacun un gène normal. En mettant en contact les gènes de la tumeur d'un patient avec cette lame, on peut voir apparaître les différences de fonctionnement. Ce point vert, par exemple, c'est un gène d'une cellule cancéreuse qui travaille moins qu'un gène normal. Au contraire, ce point rouge est un gène trop actif. Grâce à l'ensemble de ces analyses, on pourra bientôt connaître dès la fin de l'intervention le potentiel agressif d'une tumeur, c'est-à-dire son risque de récidive, et adapter les traitements, ce qui est impossible aujourd'hui. Ça va servir à éviter un traitement pénible avec des risques secondaires chez une femme, par exemple, dans le cas du cancer du sein qui n'en avait pas besoin. Et au contraire, ça va permettre une intensification dans un cas où on avait pensé que la tumeur petite, sans envahissement ganglionnaire, ne méritait pas un traitement adjuvant. Pour ces étranges scaphandriers, les choses aussi vont changer. Ici, on prépare les chimiothérapies destinées aux patients cancéreux. Demain, on aura des traitements plus individualisés, presque sur mesure, ce qui signifie une efficacité plus grande et surtout beaucoup moins d'effets secondaires. À la suite d'un accident de voiture, un jeune homme de 21 ans est devenu tétraplégique, muet, presque aveugle. Il demande à Jacques Chirac l'autorisation de mourir. Après sa lettre envoyée au président de la République, c'est la mère de Vincent Humbert qui s'est rendue aujourd'hui à l'Élysée. Pas de déclaration de commentaires, mais le chef de l'État serait particulièrement sensible à ce drame. Cette tragique affaire émeut bien sûr l'opinion publique et un sondage IFOP à paraître demain dans le journal du dimanche révèle qu'une très grande majorité de Français sont favorables à l'euthanasie. 88% de personnes interrogées souhaiteraient que la loi autorise les médecins à aider à mourir dans la dignité. Ils sont seulement 9% à y être opposés. La maladie d'Alzheimer, qui touche en France près de 500 000 personnes, se manifeste, vous le savez, par d'importantes pertes de mémoire. Une situation difficile à vivre pour le malade, mais aussi pour son entourage. À Montpellier, une maison d'accueil de jour prend en charge les patients, mais aussi, et c'est là son double intérêt, leur famille. Karine Comazzi, Frédéric Guibal. 2 fois par semaine, Anita emmène sa maman à Ciel Bleu, une maison d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer. Bonjour merci. Ici, on s'occupe de vous aussi bien que votre fille le fait à la maison? Oh oui. Si on peut dire, peut-être mieux, parce que elle a autre chose à faire, vous comprenez? Alors, elle... Entre son travail d'infirmière et sa maison où elle a installé sa mère, Anita court tout le temps, un peu moins maintenant qu'elle peut confier sa maman la journée. L'accueil de jour, une séparation malgré tout, la seule qu'elle s'autorise. Je voudrais la garder le plus longtemps possible. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui les garderaient s'il y avait plus d'accueil comme ça. Parce qu'on a besoin de souffler, on a besoin d'être entouré, d'être soutenu et puis de continuer aussi notre vie. Continuer sa vie, stimuler ce que la maladie n'a pas encore détruit par la musique, la mémoire des belles choses.
Ici, thérapeutes et assistantes de vie parviennent à obtenir des malades ce geste, ce sourire qu'ils ne donnent plus à leurs proches. Oui? Ça sent la fraise? Ce qui est le plus dur, c'est ce manque de communication que nous avons toujours eu, mon épouse et moi, nous avons tout fait en commun, nous avons fait... Alors ça manque énormément. Le fait qu'ils viennent là, ça restructure un peu notre couple à un certain niveau. 35 ans de mariage et soudain, la maladie qui lui vole son mari. Pendant que Jean participe à l'atelier de musicothérapie, Claude a rendez-vous avec la psychologue disponible pour écouter les familles. C'est dur de donner, vous donner. Vous n'avez pas un merci, il ne se passe rien, quoi. C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est un mari. Donc on attend quelque chose en retour. L'être humain est ainsi fait, on ne peut pas donner tout le temps sans recevoir. C'est pas possible. Le couple malade aidant, il existe, il est là et il est totalement soudé. Donc la prise en charge de l'un impose le soutien de l'autre. Même si le maintien à domicile et les traitements actuels permettent de freiner l'évolution de la maladie, le placement en institution est inéluctable. Cette maison y prépare en douceur. C'est le dernier week-end pour acheter son sapin de Noël, l'occasion pour la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'alerter les consommateurs sur les risques éventuels d'embrasement. Véronique Gaglione et Didier Leduc. Il est beau. Ah, il est très très beau. Ben voilà. Allez, Avant de se répandre sur le tapis du salon, notre sapin est souvent déjà coupé depuis 2 mois. On aurait tendance à oublier que c'est du bois mort qui très vite peut s'enflammer si on abuse des petites lumières de Noël. C'est juste le soir quand on rentre pour faire joli et voilà, et après on éteint. Non, non, on ne le laisse pas illuminer toute la journée ou toute la nuit. Non, 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 non. Même le soir de Noël. C'est justement pour ça que le représentant de la répression des fraudes passe chez les pépiniéristes, pour s'assurer que les clients sont avertis. Est-ce que vous les prévenez des risques encourus? De toute façon, on leur dit toujours qu'il ne faut pas les mettre près d'une source de chaleur, ça c'est certain. Et de faire attention de ne pas mettre de bougies dessus non plus. Bon, ils mettent des guirlandes maintenant, mais avec des petites lucioles déjà. Ouais, mais la guirlande électrique, il y a le risque de court-circuit, il y a le risque d'échauffement. Des accidents, il y en a chaque année, avec des guirlandes d'importation, parfois défectueuses, la proximité d'une cheminée ou d'une source de chaleur. Le risque d'embrasement est plus grand avec les sapins floqués, des épicéas souvent secs sous leur neige. Alors il est vrai que le flocage ou le givrage, qui est un procédé qui consiste à mettre de la colle avec des extraits de coton dessus, augmente le risque d'enflammer le sapin. Ça s'embrase d'une manière extrêmement rapide. Il y a quand même des avertissements à annoncer et bien signaler aux enfants également, parce que souvent le problème vient de là. Un enfant approche vite fait une flamme près d'un sapin, donc il faut informer tout le monde. Un pictogramme avec une flamme sera bientôt obligatoire sur les sapins, pour que tout le monde sache qu'à Noël, les prix ne sont pas seuls à flamber. Le DVD cadeau vedette de ces fêtes de Noël a un engouement contagieux. Durant cette période d'achat, il s'est vendu plus de lecteurs que durant toute l'année dernière. Et en moins de 5 ans, le DVD a déjà supplanté la bonne vieille cassette VHS. Alix Bouillaguet, Bruno Vinet. Décidément, la bonne vieille cassette VHS n'a plus la cote. Place au DVD. À l'approche de Noël, c'est devenu le cadeau à la mode. On achète régulièrement, non ouais, mais là c'est pour faire un cadeau, là, c'est pour ma femme. 8 femmes. Ouais, pour la mienne. Le DVD a vraiment supplanté la VHS. Vous avez maintenant les ventes qui se font à plus de 70% sur le DVD, et donc reste 30% sur la VHS. Parmi les meilleures ventes du mois, il y a naturellement l'incontournable Seigneur des Anneaux. Suivent Harry Potter, Spider-Man ou encore Astérix. Cela fait à peine 5 ans que le lecteur DVD a fait son apparition en France et déjà, à la fin de cette année, près d'un quart des foyers seront équipés. Il n'y a pas petit? Non, après ce sera des lecteurs DVD portables. Comment expliquer ce phénomène ? Un prix souvent attractif qui en fait le produit phare de ce Noël. Les prix ont énormément baissé, c'est-à-dire de moins 30 à peu près à moins 40% par rapport à l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lecteurs DVD aujourd'hui, vous allez trouver des premiers prix aux alentours de 100 €, donc vraiment accessible à tout public. Bilan, près de 3 millions de lecteurs vendus cette année, dont un tiers depuis octobre. Une heureuse perspective pour l'industrie du film.
En avant-goût des fêtes, ces plaisirs de la table, de la nappe à l'assiette, en passant par les décorations de Noël, tout est dans la présentation, à l'image de ces tables d'exception dressées par Hermès et Baccarat. Estelle Collin, Mathieu Drechoux. S'il est un soir dans l'année où l'on n'est pas obligé d'aller au lit, c'est bien le soir de Noël. Chez Hermès, par exemple, on cultive l'art de la mise en scène pour se mettre en appétit. Gobelets et verres de cristal taillés, serviettes nouées par un lien de satin et grosses pommes rouges posées sur une nappe en côte de maille. Noël, c'est le soir où réapparaît souvent le fameux service de table issu de la liste de mariage, celui que l'on ne sort jamais de peur de le casser, celui que l'on transmet traditionnellement d'une génération à l'autre. Si le rouge, l'or et le vert restent des teintes récurrentes de ces festivités, chez Baccarat, l'indémodable, c'est le cristal. 2 grands candélabres, des assiettes gravées, le cristal découvert par les Anglais, mis au goût du jour par Louis XV, est souvent l'apparat des tables de chefs d'État. L'aspect bicolore des verres, par exemple, est obtenu par la façon de tailler ce fameux cristal. Enfin, traditionnelle ou pas, la table du réveillon doit ressusciter nos rêves d'enfants. Du ski avec cette superbe victoire française en descente pour la Coupe du Monde. Cela faisait plus de 4 ans que cette discipline n'échappait aux tricolores contre la suprématie autrichienne. Le Français Antoine Denerias s'est imposé à Val Gardena. Florent Gautreau. N'ayons pas peur des mots, c'est une performance exceptionnelle qu'a réalisé Antoine Deneria. Car battre les Autrichiens en descente, c'est un peu comme battre les All Blacks en rugby ou les Brésiliens au foot. Cela faisait 1 an et 15 descentes consécutives que les Autrichiens étaient invaincus. Et c'est donc un Haut-Savoyard de 26 ans qui est venu s'imposer sur la piste de Val Gardena. 1,89 m, 97 kg, Antoine Deneria est un solide gaillard, mais c'est grâce à ses progrès techniques qu'il l'a emporté aujourd'hui. C'est énorme, c'est un rêve qui se réalise. C'est vrai que j'étais si près du podium par 2 fois et aujourd'hui je rêvais d'un podium et de là aller gagner, pour moi c'était énorme. C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Premier Français vainqueur à Val Gardena depuis Luc Alphand, Deneria a laissé derrière lui 5 Autrichiens qui ont tout tenté à l'image de Walrhofer. Deneria s'offre à 26 ans sa première victoire et même son premier podium en Coupe du Monde. Montillé chez les filles, Deneria chez les garçons. Décidément, les Français ont une sacrée descente. Première fois, le public français pourra voir prochainement le Ballet universel coréen, une compagnie employant des danseurs de 14 nationalités différentes et qui mêle harmonieusement le style de l'école russe de ballet à l'harmonie orientale. Pour les fêtes de Noël, elle présente Casse-Noisette aux enfants coréens. Reportage Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Ils envahissent les rues de Séoul pour les fêtes de fin d'année. Les enfants de Corée ont choisi cette fois un personnage fétiche, Casse-Noisette. Ce conte merveilleux où le jouet devient un héros vivant est ici dans l'air du temps pour la part de rêve qu'il apporte. Les ballets universels de Corée qui donnent ce spectacle à Séoul font salle comble tous les soirs. Voir les jouets prendre vie est une idée qui a sans doute valeur universelle, mais les Coréens le découvrent sur le tard. Applaudir aussi l'armée des jouets qui gagne la bataille contre les souris séduit le public des enfants au fin fond de l'Asie. Casse-Noisette est devenu très populaire en Corée parce que les enfants peuvent se réjouir avec toute la famille en regardant ce ballet. Les danseurs du ballet universel coréen appartiennent à 14 nationalités différentes. Coréens, Russes, Chinois, Roumains, Japonais. On y retrouve mêlée la tradition du ballet classique occidental russe et la grâce de la culture orientale.
Parce que le ballet lui-même est universel, il n'y a pas de barrière, pas de différence. C'est pour ça que nous avons des danseurs coréens, mais aussi beaucoup de danseurs de différents pays. Le ballet universel coréen a voyagé partout dans le monde, sauf en France. Ça n'est pourtant pas avec Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes qu'ils se produiront, mais avec un Roméo et Juliette version coréenne, créé pour la Coupe du Monde de football. Cinéma avec pour la période des fêtes un film d'animation à destination des plus petits, L'enfant qui voulait être un ours, un dessin animé où la poésie surpasse les effets spéciaux à contre-courant des Walt Disney. Pascal Deschamps, Pascal Delagneau. Un film d'animation simple et beau, comme un livre d'images. L'histoire commence lorsque maman ours perd son ourson à la naissance. Papa ours décide alors de lui apporter un autre petit. Rends-moi mon enfant! Un bébé humain élevé par des animaux, ça ressemble au livre de la jungle. Mais c'est surtout l'illustration d'une légende inuite, poétique et fantastique. Pour les petits dômes, bien emmitouflés qui l'ont déjà vu, un beau voyage dans l'imaginaire. Toi, ça te plairait d'être un ours ou pas du tout? Ça me plairait. Pourquoi? Parce que je vivrais, mais dans un autre monde. À quel moment t'as eu peur? Quand on avait les loups. Quand il y avait les loups? Et sinon, à quel moment tu as préféré? Là où il y avait les loups. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'est un très très joli film, très doux pour les enfants, très mignon, très bien fait, avec une belle musique. Musique signée Bruno Coulet, l'auteur de celle d'Himalaya et de Microcosmos. Une pléiade de talents pour un projet audacieux. Depuis le succès de Kirikou, le dessin animé à la française a le vent en poupe. L'enfant qui voulait être un ours offre une alternative aux grosses productions venues d'Hollywood, bourrées d'effets numériques. On ne cherche pas à se distinguer, mais on travaille différemment avec notre sensibilité d'Européens et notre sensibilité culturelle différente de celle des Américains. Donc voilà, donc c'est en fait, chaque film est un film d'auteur. Avec sa durée, 1 heure et 18 minutes, et son graphisme épuré, ce dessin animé est idéal pour les tout-petits. Un joli conte de Noël sur fond de banquise et d'aurore boréale. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, le Père Noël n'est pas une ordure, présenté par Thierry Ardisson. 0h50, le dernier journal, Alexandre Cara. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du départ du Père Noël en Finlande. Tout est donc prêt. Le traîneau tiré par des rennes et des tonnes de joujoux pour distribuer aux enfants.